Beauclerc, bonjour. Bonjour. De quelle école de bande dessinée venez-vous? De plusieurs. La première, Métal Hurlant, on va dire, Voilà. qui est plus un état d'esprit qu'une école de BD, mais en quelque sorte, les débuts dont je me réclame. Après, je me suis un petit peu, on va dire, éparpillé, ou alors reconcentré, je sais pas. Mais à l'origine, je voulais faire un petit peu du Jacobs et des choses comme ça, puis Métal Hurlant m'a fait changer d'objectif. Puis en même temps, à côté Métal Hurlant, vous avez travaillé avec plein de magazines, aussi bien pour le journal de Mickey. Oui, parce que j'avais Donc, en fait un style de dessin qui était plutôt universel et qui était adaptatif. Et alors je ne sais pas si c'est bien finalement d'avoir un dessin comme ça, parce que du coup, on a du mal à être reconnu. Par contre, on peut faire toutes sortes de travaux. C'est génial parce qu'on a plusieurs pattes en fait, ça, c'est Ouais. ça. Mais justement, en BD, on aime bien reconnaître un auteur qui a une seule patte. Donc c'est ça le problème. C'est pour ça que je parle d'un petit peu de dispersion ou d'éparpillement, qui n'est pas, enfin, c'est pas un défaut parce qu'on travaille tout le temps, mais c'est un petit problème au niveau de la reconnaissance. C'est vrai. Et en même temps, tous les styles bande dessinée, en fait, vous va bien. Donc là, on fait un petit retour dans le passé. Je pensais à Blue, à Fantôme, où là, on était déjà dans le futur en bande dessinée. C'est ça qui était impressionnant, vous étiez en avance par rapport à votre temps. J'ai toujours été en léger décalage, effectivement, par rapport à cette envie de raconter des événements anticipés. Et non pas que j'ai été un fou de science-fiction, mais j'ai toujours adoré observer et lire des romans d'anticipation ou de science-fiction. Et là, j'avais un petit peu laissé tomber parce que je trouvais que ça pouvait même carrément trop déplacer l'esprit. La science-fiction nous décale trop dans le futur et on perd un peu les pédales par rapport au présent. C'est pour ça que de temps en temps, je me remets un petit peu à l'heure présente. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle je me suis intéressé à la géopolitique contemporaine. Voilà, puis aussi bien Blue, Fantôme, c'était plus des punks. Ah oui, Donc c'est vraiment la période complètement punk. C'est vrai que c'était complètement la période qui était qui était un mélange de punk, de peur de ce qui allait se passer aussi. La situation dans le monde contemporain à cette époque n'était pas terrible. Il y avait vraiment une peur que tout chavire à tout moment. Donc il y avait ce péril permanent qui faisait que les auteurs étaient influencés par ça. C'était l'époque Mad Max, c'était l'époque où Liberator faisait Rank Xerox. C'était des trucs un peu durs. Et je m'étais placé là-dedans, pas forcément par envie, mais parce que ça représentait une sensibilité. Et là, un nouveau style de graphisme, justement, avec un duo avec Thierry Smoldoren, avec Convoi. Et avec Convoi, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus consensuel, en fait, à plus presque ligne claire, et d'une autre école, et une autre manière de raconter le futur. Avec une superbe héroïne, hein, Karen. Ouais, avec Karen Springwell. Mais là, c'était un futur qui s'organisait, contrairement à Blue et Fantôme, où ça parlait d'un futur qui était complètement désorganisé et chaotique. Là, dans Convoi, on est dans quelque chose qui est donc, cette fois, c'est plus du punk, mais du cyberpunk. Ouais. C'est-à-dire l'organisation d'un monde futur à partir des réseaux qu'on voyait naître, et en imaginant, bien que par exemple un auteur comme Philippe Cadic les ait très très bien décrits 20 ou 30 ans avant, donc en se mettant dans cette école, qui n'était pas forcément une école extrêmement suivie. Le cyberpunk, c'est quelque chose, le mot punk déjà semer les gens semer les gens en route et semer le doute. Mais c'était ça, que va devenir notre monde futur, organisé à partir de tout ce qu'on sait qui va se développer, les réseaux informatiques et tout ça. Mais là, vous étiez vraiment en avance, parce que c'est vrai que maintenant, on parle de réalité virtuelle, mais avec Convoi, on était complètement dedans, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant. On avait, à cette époque-là, d'ailleurs, été approché par des personnes qui travaillaient sur la réalité virtuelle. Donc on avait essayé les premiers instruments qui avaient été mis en place. Et c'était intéressant. Ça a failli déboucher sur un film aussi, réalisé par Douglas Trumbull. J'avais été à Boston, dans son studio, pour discuter de la manière dont on pouvait faire tout ça, faire un storyboard et tout ça. Donc après, ça s'est pas fait, parce que comme ça arrive, il y a des tonnes de projets qui sont
projetés puis qui ne se réalisent pas. Mais d'où vient en fait la passion pour le futur? Parce que c'est vrai que là, il y a des séries qui étaient vraiment dans le futur. Est-ce que vous rêvez d'un jour de partir dans le futur? Non, d'ailleurs c'est un problème parce que le futur c'est une projection, c'est un parti pris de choix qu'on peut faire sur l'éventualité de l'évolution du monde. C'est un truc dont on devrait, on doit s'en préoccuper, mais pas trop quand même, pas se faire contaminer. Et là, je suis toujours effectivement, malgré tout, avec cette histoire que je fais aujourd'hui, je suis quand même un pied dans le futur parce que je me positionne toujours en me disant, si les gens font ça, c'est parce qu'il y a une arrière-pensée dans le futur. Donc, c'est pas pour rien que telle et telle décision est prise en ce moment, parce qu'il y a forcément une projection dans le futur. Donc, c'est ce que j'essaye de deviner. Je suis toujours curieux. Et là, on vous a vu, en fait, moi, j'ai découvert un nouveau Philippe Vauclair avec son Prince là-haut. Et c'est vrai que moi, j'ai dit, wow, pour moi, c'est une superbe claque. Parce que je dis, ben, vraiment, c'est un graphisme impressionnant. On est en pleine légende tibétaine. D'où vient en fait cette passion? Comment est-ce que vous avez écrit? À l'origine, je devais faire une série de livres pour enfants illustrés sur des contes. Un enfant qui est en phase avec un chaman ou un magicien de l'endroit d'où il est issu. Donc il y avait une histoire qui se passait au Maroc, une histoire qui se passait au Groenland, une autre dans la jungle amazonienne. Et puis au moment d'attaquer un petit garçon tibétain qui sera tibétain, himalayen on va dire, qui aurait affaire à des légendes locales, je me suis mis à faire non pas des illustrations mais le storyboard dessiné de l'histoire comme si c'était une BD. Et je me suis retrouvé avec 20 pages en 2 soirs et je me dis mais pourquoi je ferais pas une BD? Et là, à nouveau, la fameuse démangeaison de mes origines, puisque quand on commence quelque part, on est un petit peu comme les pigeons, quoi, on revient sur son nid de départ. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est évident, il faut que je le fasse en BD. Et ça sera un roman initiatique pour les enfants autour de 10 ans, en fait. Et j'avais pas du tout conscience de dégrader quoi que ce soit, c'était naturel, tout est venu naturellement. Et il y a une poésie dans le graphisme et dans l'histoire, c'est vrai que c'est super. Ah bah merci. Mais c'est vrai que c'est beau parce qu'on est en plongeant, moi je suis vraiment plongé dans la série. Mais j'ai fait ça de manière assez naturelle, comme si j'avais toujours fait. J'ai toujours d'ailleurs un petit regret de l'avoir laissé en suspens. Et j'ai eu beaucoup de lettres d'enfants qui m'ont témoigné aussi de... Alors maintenant, ils ont dû grandir un petit peu depuis, mais je suis toujours un peu titillé par la poursuite de cette histoire. Un jour, on va revoir la suite. En fait, c'est mon éditeur en me disant « Qu'est-ce que tu conçois pour faire la suite de Prince là-haut ?» Et je lui dis « Je veux faire soit un rêve prémonitoire du Yéti, j'ai une scène comme ça où il voit le petit garçon, le Prince là-haut, mais adulte, et ce qu'il est devenu. » Et puis il y a une autre piste, c'est la scène où le prince Lao serait testé comme un futur Dalai Lama, c'est-à-dire choisir un des objets qui sont répartis sur une table. J'avais 2 scènes pour commencer, et il m'a dit « Attends, tu as l'air très préoccupé par des choses un petit peu politiques, est-ce que tu penserais pas à un autre personnage, par exemple, plus adulte ?» Et voilà, et donc je suis parti là-dessus. Et là, nouvelle grande série, mais malheureusement un triptyque. Voilà. Alors, justement, Koralowski. 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 Et puis, c'est pas dur de dire, voilà, enfin une aventure en 3 tomes. En fait, à l'origine, c'est aussi par rapport à l'éditeur. On est dans un postulat de marché, c'est-à-dire qu'on lance une série, mais on ne sait pas, comme c'est le début, si l'auteur va trouver de quoi alimenter cette série. Si le public sera là, et puis l'éditeur qui se lance là-dedans, donc lance une espèce de contrat avec l'auteur et le public. On le fait déjà en 3, et comme ça au moins on boucle une histoire, et s'il y a de la curiosité, de la demande, et que l'auteur est inspiré, on poursuit. Et là on est vraiment plongé en plein... C'est maintenant, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est assez curieux parce que le moment où j'ai fait mes recherches, donc c'était juste après la fin de l'apparition de Prince Lao, il n'était pas question de problème de pétrole ni de problème avec la Russie. Et
en cherchant pour mon sujet, j'étais arrivé à me dire, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer avec le pétrole et probablement la Russie. Parce que dans les textes que j'avais lus, la documentation que je m'étais procurée, je m'étais dit, mais fatalement, il va y avoir quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Il y a eu un problème avec le pétrole, et c'est-à-dire quelque chose qui s'est passé qui n'était absolument pas prévu. On prévoyait une pénurie, et ce n'est pas la pénurie. Et les Russes sont arrivés aussi sur le terrain. C'était un État qui avait carrément quasiment disparu, qui ne constituait pas du tout un péril entre guillemets pour les autres pays, puis c'est devenu, c'est remonté, c'est redevenu un pays qui a l'air menaçant. Et en même temps, ça me fait penser un peu à un James Bond. C'est-à-dire qu'il y a ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment l'orientation que j'ai l'intention de donner au personnage. Ah oui. C'est de James Bond, mais alors un James Bond différent, c'est-à-dire un James Bond qui a les moyens de ses adversaires. Un James Bond milliardaire en quelque sorte. Et qui n'hésitera pas à mettre la main à la pâte, et surtout, parce qu'il a des idées et il a une vision du futur, à développer cette vision du futur. Mais toujours, comme c'est un personnage d'action et de BD, qui soit dans l'exécution, et pas derrière son bureau en train d'attendre que les autres fassent les choses à sa place. Et pour vous, c'était plus difficile d'écrire de ce qui se passe maintenant ou bien dans c'est très difficile, je trouve. Ah oui. Ah oui, c'est parce que je suis auteur de BD, donc j'ai pas du tout la responsabilité d'un journaliste de vérifier ses sources, mais malgré tout, comme je m'inspire de la réalité, j'essaie de vérifier et de sourcer toutes les informations, et ça demande un boulot qui est beaucoup plus important que la simple prévision où on peut se gourer, on peut interpréter. Bon, cela dit, si jamais je me trompe, je dirais je suis auteur de BD, je ne suis pas journaliste. Donc, mais j'essaye vraiment d'être, tout en racontant une histoire, une fiction, d'être imbibé de la réalité contemporaine. Mais en même temps, il y a des personnages qui existent dans votre série, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a Poutine. Je me suis totalement inspiré de Poutine pour faire le président Canine, et totalement inspiré de Mikhail Khodorkovsky pour faire mon fameux Victor Koralovsky. Le truc, c'est que Mikhail Khodorkovsky, qui était l'homme le plus riche de Russie en 2003, au moment où il est mis en prison, parce qu'il commençait à inquiéter le président Poutine, qui est un président débutant, qui n'est pas sûr de lui, et qui voit cet oligarque prendre de l'assurance. Il se dit, celui-là, il va me chipper la place au moment des élections de 2004. Poum, il le met en prison en 2003. Ça reste l'homme le plus riche de Russie qui se retrouve en prison du jour au lendemain. Donc une espèce de parcours un petit peu troublé. Et ce parcours m'a attiré pour faire mon personnage. Et je me suis dit, puisque le vrai a choisi la prison, je vais moi, organiser son évasion. Mais malgré lui, c'est-à-dire que en quelque sorte, il est obligé de s'évader pour sauver sa peau, mais ça ne fait pas partie de la stratégie. Il avait décidé de prouver son innocence en prison, il se retrouve dehors, qu'est-ce qu'il va faire? Et involontairement, c'est presque une bande dessinée politique. Oui, complètement. De toute façon, maintenant, on ne peut plus approcher la Russie ou parler de la Russie sans que ce soit totalement... Il n'y a même plus d'arrière-pensée, c'est politique directement. Il y a un nombre possible d'interprétations et il y a une grande peur d'ailleurs d'interpréter. Du coup, on se retranche derrière des préjugés et des clichés. Et il n'y a pas eu de problème avec la Russie ou bien... Pas du tout. Non. En plus, j'ai tendance à rééquilibrer en quelque sorte les sources, ne pas me servir uniquement des sources qui proviennent de l'Ouest, mais également des sources qui viennent de l'Est, un peu par empathie, pour voir me mettre à la place de l'autre côté, comment on réagit, qu'est-ce qui se passe. Sachant que moi je suis occidental, j'ai biberonné à la culture occidentale, l'URSS qui faisait peur, Solzhenitsyn, les dissidents, la course aux armements, l'espèce Enfin bref, ce truc-là, j'en suis imprégné. C'est très dur d'en sortir, et je trouve qu'il y a dans notre monde contemporain et des observateurs qui n'en sont pas sortis. Moi j'ai réussi à m'en extraire grâce
au fait que cette série m'a obligé à me renseigner, du coup à combattre les idées reçues et les clichés. Et du coup, j'ai pu revenir sur des idées que j'avais ou une imprégnation que j'avais. Parce que ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas du tout courant. Je trouve que il y a toujours beaucoup de clichés, beaucoup de préjugés par rapport à la Russie. Et là, même si le 3e album s'est terminé, vous auriez presque envie de faire un 4e album? Ah bah oui, je suis presque en piste pour les 3 suivants. Ouais. Alors il se peut que j'utilise une ruse, qui est en quelque sorte un spin-off d'une série qui est à peine amorcée, c'est-à-dire partir sous un autre point de vue. Le point de vue d'un autre personnage qui appartient en même temps et qu'on a vu apparaître dans la série. Il faut que j'en parle avec mon éditeur parce que c'est pas évident de développer ça. En sachant que j'ai un bon petit nombre de lecteurs qui sont prêts à suivre. Et je pense que ça pourrait être intéressant comme concept dès le départ de placer sa caméra à un autre endroit et de suivre un autre personnage dans le même contexte. Et du coup, j'ai effectivement l'idée pour l'an prochain, c'est me demandant comment les Russes vont fêter la révolution de 1917, c'est de résoudre leurs problèmes en disant faites une nouvelle révolution. Et donc de leur servir un scénario et de faire une histoire sur une nouvelle révolution en 2017. Mais je ne sais pas s'ils seront d'accord. Donc je ne les ai pas consultés pour l'instant. Il faut trouver Poutine. Je sais que Poutine est un super épouvantail qui nous a été vendu et survendu comme un dictateur. Enfin bref, je crois qu'il a eu tous les adjectifs. Je ne suis pas sûr que le vrai personnage soit comme ça. À mon avis, il est beaucoup plus, entre guillemets, modeste et presque très fier d'avoir un nombre d'attributions de comportements comme ça. De même, on surestime totalement le poids de la Russie et son pouvoir de nuisance. C'est exprès. Là, on se retrouve dans un discours où on nous avait survendu aussi Saddam Hussein avec sa 4e armée du monde. Là, on est pareil. Non, la Russie est en pleine crise économique. Ça va pas si bien que ça, mais ils sont, je pense, très contents qu'on les surestime parce que ça renforce la notion de fierté russe. Mais je pense pas qu'ils sont au niveau là. Merci beaucoup. Merci. Merci.